Dans la dernière ligne droite, nous sommes à 4 jours du premier tour. Manuel Bompard est notre invité. Bonsoir, vous êtes député européen de la France Insoumise, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. On va regarder le dernier sondage. Je crois que c'est le dernier, il y en a tellement. Le sondage est Ipsos du Parisien. On voit qu'Emmanuel Macron est donné à 27% au premier tour, Marine Le Pen 22%, Jean-Luc Mélenchon à 17%. Est-ce que vous vous voyez créer la surprise ? Oui, en tout cas, on pense que c'est possible et je pense que les chiffres le démontrent. Au-delà des chiffres, c'est aussi la dynamique, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est en progression dans l'ensemble des sondages depuis maintenant plusieurs semaines, et on sent bien que tout le monde n'a pas encore totalement pris sa décision, qu'il y a encore des gens qui sont en train de se décider maintenant, et je leur dis, décidez-vous, venez voter, parce que si vous venez voter, si vous faites le choix du vote pour Jean-Luc Mélenchon, il y a effectivement la possibilité de créer la surprise, et c'est pas créer la surprise pour créer la surprise, mais c'est pour qualifier au deuxième tour un candidat qui va se battre pour le retour à la retraite à 60 ans, pour tout le monde. Ni Madame Le Pen ni Monsieur Macron sont en faveur de cette mesure. Qui va se battre pour l'augmentation du SMIC. Ni Madame Le Pen ni Monsieur Macron sont en faveur de cette mesure. Qui va se battre pour bloquer les prix du carburant, les prix du gaz, de l'électricité, des produits de première nécessité. Et là aussi, ni Monsieur Macron ni Madame Le Pen sont en faveur de cette mesure. Donc voilà, avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez l'opportunité d'avoir un candidat qui portera ses propositions. Parce qu'on se demande s'il va y avoir un vote utile à gauche, Bruno Jeudi, et dans ce cas, quels seraient les électeurs qui se reporteraient vers Jean-Luc Mélenchon? Ce qu'on voit sous quel candidat aujourd'hui? Je pense que depuis le début de semaine, le vote utile à gauche, comme vous l'appelez, alors je sais que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas cette expression, il préfère le vote efficace, je le cite, est en train de se mettre en place. Parce que depuis que le match de premier tour de cette présidentielle n'est plus plié dans la tête des Français, ou du moins ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce qu'on voit bien que cette présidentielle a tardé à se lancer, mais que là il y a quelque chose qui se passe. À gauche, il y a une partie des gens qui avaient l'intention d'aller voter, par exemple, Fabien Roussel, voire Anne Hidalgo, qui se disent mon vote va peut-être plus servir si je vais vers Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir en quelque sorte le match Macron-Le Pen au second tour. C'est un peu le raisonnement de l'électeur de gauche. Et puis il y a l'abstentionniste de gauche, parce qu'il y en a aussi qui sont aussi en train peut-être de réfléchir à voter finalement, alors qu'ils n'ont peut-être pas apprécié des positions de Jean-Luc Mélenchon pendant le mandat ou certains aspects de son programme. Mais là, on sort un peu des programmes et on se concentre maintenant sur les personnalités. Dans cette dernière semaine, j'allais dire, les derniers jours, vous savez, il y a à peu près un tiers des Français qui vont se décider entre maintenant et dimanche. Vous n'êtes que troisième, on peut aussi le dire comme ça. Il y a un paradoxe, puisque la priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat, et pourtant, il n'y a pas de candidat de gauche dans les deux premiers. Peut-être que la gauche a été, depuis maintenant plusieurs années, elle a déçu, notamment quand elle a été au pouvoir. Et Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, il incarne une gauche qui est une gauche de rupture, qui a jamais participé au quinquennat de François Hollande et à toutes celles et ceux qui, après avoir fait des grandes promesses, finalement ont fait des politiques dans l'autre sens. Donc oui, effectivement, dans les sondages... ministre quand même. Pardon? Il a été ministre sous Lionel Jospin. On ne parle pas, à mon avis, de la même période. Mais vous avez tout à fait raison de dire que, effectivement, les sondages, pour l'instant, nous mettent en troisième position. Mais ils démontrent aussi qu'avec la dynamique que nous avons enclenchée, la question de la qualification au deuxième tour, elle est sérieusement posée. Vous parliez de vote utile ou efficace. Moi, je dis pas vote utile, effectivement, mais c'est mathématique. Regardez le sondage. Il suffit que, par exemple, la moitié des électeurs de Yannick Jadot, de Fabien Roussel ou d'Anne Hidalgo décident d'apporter leur suffrage à Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon est qualifié au deuxième tour. Donc il y a vraiment cette possibilité. Ce serait dommage de ne pas s'en saisir. On va écouter un extrait du meeting d'hier. Elle dit qu'elle va créer un nouveau droit civil pour les animaux. Je vous parle des animaux parce que tout le monde m'a dit « Ah, t'as vu, Madame Le Pen, on la voit avec des chats. » Alors, moi, j'ai pas de chat, j'ai qu'un cactus. C'est moins sympa pour Instagram. Mais moi, ça m'a saoulé. Ça va, j'ai compris. J'aime les chats, j'en ai eu, je peux pas, j'habite Paris. Pour l'instant, et à Marseille, pareil. Un appart. Bon. Mais alors la voilà, qui tout d'un coup est repeinte en animaliste. En erreur. C'est le programme L'Avenir en commun qui est un programme animaliste. Émeric Caron, c'est avec nous qu'il n'est pas avec elle. Alors elle veut créer un nouveau droit civil pour les animaux. Mais qui c'est qui va lui dire que c'est déjà fait depuis 2015? Les animaux ne sont plus des choses, ne sont plus des biens immobiliers, mais des créatures douées de sensibilité. C'est la loi, elle n'est même pas au courant. Elle vous propose d'appliquer la loi à la belle affaire.
On avait l'impression hier qu'il en faisait sa cible numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire maintenant de faire un travail qui est un travail d'éclairage, de lumière sur la réalité des propositions de Madame Le Pen, qui a pris une carapace. C'est je suis la candidate prétendue qui défend le pouvoir d'achat des Français, par exemple. Or, la réalité de ces propositions va pas du tout dans ce sens-là. J'ai cité tout à l'heure quelques mesures. Madame Le Pen, elle est opposée à l'augmentation du SMIC, par exemple. Elle est opposée au retour à la retraite à 60 ans pour tout le monde. Elle est opposée au blocage des prix. Et sur la question qu'évoque Jean-Luc Mélenchon, elle se prétend défenseuse du vivant, des animaux, de la nature, mais je rappelle que par exemple elle est opposée à l'interdiction des formes d'élevage intensif, à l'interdiction des chasses traditionnelles qui sont des chasses dans lesquelles les animaux souffrent d'une manière terrible. Donc je crois qu'on a besoin, et c'est ça, une campagne ça sert à faire ça, la réalité sur les programmes et les propositions des uns et des autres. Et je dis à tout le monde, méfiez-vous de Madame Le Pen, elle vous raconte beaucoup de choses, mais la réalité de ces mesures, ça va pas du tout dans ce sens-là. Jean-Luc Mélenchon, président, que ferait-il aujourd'hui? Les Européens vont acter de nouvelles sanctions contre la Russie demain. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà décider l'embargo sur le gaz, ce qui pour l'instant n'a pas été fait? Mais tout le monde se dit, oui, il faudrait être en mesure d'augmenter encore la pression sur le pouvoir russe. Mais la question qui nous est posée nécessairement, c'est de savoir s'il existe des solutions d'approvisionnement alternatifs. Sinon, on se tire une balle dans notre propre pied. Donc, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il ferait? D'abord, il ciblerait davantage les sanctions sur le pouvoir russe et les oligarques qui les entourent. On a déjà fait. Pas suffisamment. Si vous regardez, y compris les chiffres qui ont été annoncés par les ministères en France, par exemple, je crois qu'on a saisi 2 yachts, une quarantaine de villas. Bon, je crois qu'on pourrait faire mieux avec un petit peu de détermination. Donc, il faut augmenter cette pression. On n'a pas encore le détail de toutes les sanctions. Ça, c'est les chiffres dont je vous cite ont été annoncés il y a à peu près une dizaine de jours par Depuis, on n'a pas. Peut-être qu'il y en a plus, et s'il y en a plus, ça va dans la bonne direction. Il faut augmenter ce type de sanctions. Et il faut isoler Vladimir Poutine et l'isoler de sa population. Donc, éviter les sanctions qui frappent la population dans son ensemble, plutôt frapper le pouvoir et ceux qui l'entourent, et l'isoler sur la scène internationale. Et donc, je crois qu'il y a un travail diplomatique à faire. Moi, je souffre beaucoup de voir que, par exemple, les pourparlers qui sont ouverts, qui sont difficiles, certes, pour la paix, ne se fassent pas, par exemple, en France ou en Europe. Je trouve que c'est dommage pour la place de la France dans le monde aujourd'hui. Comment vous réagissez face au massacre de Boutcha? Le président Emmanuel Macron a dit « Les autorités russes devront répondre de ces crimes ». Est-ce que vous dites la même chose? Bien sûr. Enfin, comment on réagit comme tout le monde, je crois, effrayé par ce massacre, ému et avec l'idée qu'il faut y répondre par une fermeté incroyable. Ce qu'on a vu, les images qu'on a vues, s'apparentent clairement à des crimes de guerre. Donc à partir de ce moment-là, il faut effectivement que tout soit fait pour que le président russe et ceux qui l'entourent soient poursuivis devant les tribunaux internationaux. Mais par exemple, Monsieur Bompard, est-ce qu'il faut continuer à parler avec Vladimir Poutine comme le fait Emmanuel Macron, alors que Vladimir Poutine est plus que soupçonné de crimes de guerre? C'est toujours la difficulté, mais en même temps, c'est lui aujourd'hui. Si vous voulez faire la paix, vous êtes obligé de faire la paix avec votre adversaire. Donc c'est normal de garder un contact avec lui, parce que le chemin de la paix, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il y a forcément une solution diplomatique dans laquelle on négocie, on discute. Mais une fois qu'on aura, et le plus rapidement possible, j'espère, retrouver le chemin de la paix, je crois pour autant que ça ne sera pas le moment d'oublier la réalité des actes qui auront été commis par ce pouvoir, qui sont des actes et des atrocités atroces et incroyables. Vous iriez jusqu'à le considérer ensuite comme un allié? Je fais référence à la phrase de Marine Le Pen qui a été très commentée. Je crois pas. Je pense que si on arrive à trouver cette solution pour la paix, avant que M. Poutine soit considéré comme quelqu'un avec qui on peut traiter, il faudra avoir des garanties sérieuses sur les questions qui sont posées, notamment les questions de sécurité, parce qu'on ne peut pas franchir une frontière comme il l'a fait de manière impunie. On ne peut pas s'attaquer, massacrer une population sans avoir des conséquences qui soient des conséquences importantes et dans la durée. Après, oui, la Russie, en tant que pays, on ne va pas rentrer dans un processus de confrontation avec la Russie pendant des années et des années. Donc il faudra retrouver le chemin de la paix et des relations normales. Merci beaucoup, Emmanuel Bompard, d'avoir été notre invité ce soir.